cardiaque. Et donc on se dit, finalement, avec les résultats de Stitch, avec l'intérêt de la revascularisation dans les territoires viables, est-ce qu'il ne faudrait pas proposer au moins une stratégie invasive aux coronariens avec dysfonction VG ou insuffisance cardiaque, dans l'idée que là, on va revasculariser et lutter contre l'ischémie et améliorer la fonction VG. Et il se trouve que l'année dernière, un autre essai randomisé est paru dans le New England Journal of Medicine, un essai britannique qui s'est intéressé exactement à cette question, qui a recruté spécifiquement des coronariens pluritronculaires avec une fraction d'éjection abaissée du myocarde viable et qui les a randomisés entre traitement médical et angioplastie coronaire. Vous avez certainement déjà vu que les résultats de l'essai BCIS Revived ne montrent pas de différence entre les deux bras, hazard ratio 0,99. Petit p égale 0,96, les courbes sont totalement superposées. Et donc, il n'y a pas d'amélioration du pronostic. Ce qu'améliore l'angioplastie coronaire, ce sont les symptômes. Et dans toutes les études, on le retrouve. Dans Courage, déjà, on voyait que le pourcentage de patients qui étaient indemnes d'angine de poitrine était plus grand dans le groupe PCI que dans le groupe médical seul, notamment à 1 mois, 3 mois, 6 mois, 12 mois, 24 mois. Mais on voit que la différence s'estompe et qu'au bout de 3 ans, les deux bras se retrouvent avec le même pourcentage de malades asymptomatiques parce qu'il y a un certain nombre de patients chez qui l'angor va régresser. Dans l'ischémia, on voit également que la qualité de vie mesurée par les scores d'angor, le Seattle Angina Quality of Life, Frequency Score, il y a un bénéfice de l'angioplastie coronaire par rapport au bras conservateur pour améliorer la qualité de vie, mais surtout chez les gens qui sont très gênés avec de l'angine de poitrine fréquente, soit plusieurs fois par semaine, soit même quotidienne. Plus il y a d'angor, plus la différence va être en faveur du bras angioplastie. Cela dit, même l'amélioration des symptômes par l'angioplastie est certainement surestimée, car nous sommes dans des études en ouvert, et l'étude Orbita nous a montré qu'il y a une composante d'effet placebo de l'angioplastie coronaire qui est tout à fait réelle. Alors, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails d'Orbita, mais Orbita était une étude où il y a eu des procédures sham d'angioplastie, c'est-à-dire un placebo d'angioplastie en double aveugle, et le patient ne savait pas s'il avait eu l'angioplastie ou pas, et quand le patient ne sait pas s'il a eu l'angioplastie, l'amélioration symptomatique est moins contrastée entre le bras angioplastie et le bras non angioplastie. Et le problème, en fait, on rejoint le problème de l'angor, c'est que c'est compliqué d'évaluer l'évolution de l'angor, parce que l'angor, spontanément, a tendance à s'améliorer. Ici, vous avez une étude qui testait la ranolazine dans l'angine de poitrine. Il y a une période de run-in où les symptômes ont l'air assez stables, puis quand on commence le traitement, on voit une amélioration très nette des symptômes angineux sur ranolazine. On se dit c'est formidable, la ranolazine c'est un merveilleux traitement anti-angineux. Jusqu'à ce qu'on regarde le groupe placebo, en orange, qui est totalement superposé. Et en fait, c'est ça le problème, c'est qu'il y a une régression des symptômes angineux chez un pourcentage important de coronariens, même lorsqu'ils n'ont aucun traitement. Et cela, on l'avait bien décrit dans une autre étude, qui est l'étude Clarify, un grand registre de coronariens stables. On avait observé qu'un quart des coronariens stables ont de l'angor, et quand on les suit, on s'aperçoit qu'environ 40% de ceux qui ont de l'angor on voit la disparition de leurs symptômes dès la première année. Et quand on regarde les patients avec plusieurs années de recul, on voit que finalement 80% des coronariens finissent par devenir angina-free, ils sont indemnes de symptômes avec 5 ans de recul. Et donc, il n'y a aucun rôle pour la revascularisation préventive chez les sujets asymptomatiques, sauf tronc commun, et encore on pourrait discuter de cela. Et donc si je conclus, dans la maladie coronaire stable, le pronostic sous traitement médical est globalement bon. Du coup, c'est compliqué de l'améliorer. La revascularisation n'a jamais été prouvée réduire le risque de décès ou d'infarctus du myocarde, sauf pour les patients avec atteinte du tronc commun coronaire gauche, et encore ceci remonte à de nombreuses années. Il est possible que ceci doive être nuancé pour les patients avec insuffisance cardiaque ou dysfonction VG, mais l'étude Revive BCIS n'est pas en faveur de cela, et elle a montré qu'il n'y avait pas de bénéfice même dans ce sous-groupe, donc je suis très charitable en vous concédant cela. Ce que fait l'angioplastie chez les coronariens stables, c'est d'améliorer la qualité de vie lorsque les patients sont franchement symptomatiques, en étant conscient qu'une partie du bénéfice est probablement expliquée par un effet placebo. Et du coup, quel doit être l'algorithme de prise en charge des coronariens stables? Les coronariens stables, il faut les traiter médicalement avec un traitement médical optimal. Il faut normaliser leur facteur de risque, il faut leur faire un coroscanner. S'ils ont un tronc commun de la coronaire gauche, il est raisonnable de leur faire une coronarographie en vue de revascularisation, de choisir la méthode de revascularisation dans une heart team. S'ils n'ont pas de lésion du tronc commun de la coronaire gauche, et sinon, s'ils ont des lésions coronaires, s'ils n'ont pas des coronaires normales,
est ramené à la question du topo de Julien Hadjetz tout à l'heure, eh bien la question c'est est-ce qu'ils ont sous traitement médical des symptômes résiduels? S'ils n'en ont pas, eh bien, ils relèvent du traitement médical. S'ils en ont, eh bien tout dépend de la qualité de vie que le patient juge avoir. S'il est gêné par sa qualité de vie, s'il estime que sa qualité de vie est perturbée, on peut envisager une coronarographie et une revascularisation à visée symptomatique. S'il est satisfait de sa qualité de vie et qu'il ne peut pas aller plus loin, eh bien, le traitement médical est raisonnable. Je pense que cet algorithme représente assez bien ce que nous dit la médecine par l'épreuve sur le rôle de l'angioplastie chez les coronariens instables. Je suis sûr que ça va susciter un peu de débat et je suis prêt à en discuter. Je vous remercie. Un très grand merci pour cette clarté, malgré la complexité du sujet et toutes les années et études qui ont été traitées. Est-ce qu'il y a des questions qui viennent? Le temps que la première soit prise, est-ce que vous ne pensez pas que dans l'avenir, peut-être, il faut qu'on arrive à mieux cerner les patients qui nécessiteront tout de même une angioplastie, et peut-être pour l'instant, et notamment avec les études de sous-groupe d'ischémia, on ne les a pas encore trouvées, cette catégorie qui bénéficieront vraiment, mais il y a eu quand même pas mal de patients du groupe médical d'ischémia qui ont finalement été revascularisés. Je ne sais plus quel pourcentage, je pense que c'est pas 20%, 15%, je crois. Environ 20%, oui. Et est-ce que voilà, c'est pas finalement un manque une mauvaise prévision de notre part, et peut-être que dans l'avenir, on aura des outils qui nous permettront de mieux prédire les plaques qui nécessiteront un traitement et des autres, non? Alors, ceux qui ont été revascularisés, en général, c'est parce qu'ils ont développé de l'angor et que leur angor a été considéré comme non contrôlé. Donc, ils ont été revascularisés exactement pour les raisons que j'évoque. Et c'est pour cela que ce qui est la base du suivi des coronariens instables, c'est d'une part leur facteur de risque, la pression artérielle, l'hémoglobine glyquée, le LDL cholestérol, et d'autre part les symptômes. S'ils n'ont pas de symptômes, eh bien, on a peu de raisons de leur proposer de les mettre sur la table. D'autant plus que les lésions qui tuent les gens, celles qui donnent des événements aigus et des morts subites, ne sont pas forcément les lésions obstructives qui donnent de l'ischémie myocardique. On sait que les plaques vulnérables sont souvent des plaques mineures, qui ne sont pas forcément visibles ou bien visualisées par les méthodes invasives de coronarographie et même de scanner, alors que celles qui donnent des symptômes angинeux et de l'ischémie myocardique, c'est plutôt des plaques critiques serrées, anciennes, calcifiées, qui elles sont bien visibles, mais qui ne sont pas celles qui souvent vont tuer le patient. Le pronostic des coronariens instables, il est globalement très bon avec le traitement médical moderne, et du coup, il est difficile de faire mieux que le traitement médical, même avec des stratégies invasives. Je ne suis pas sûr qu'en dehors du contrôle des symptômes, on ait beaucoup de raisons de proposer des coronarographies aux patients coronariens instables. Merci. Et je rappelle que je dis cela, mais ma première diapo, c'était de vous montrer toutes les situations où aujourd'hui, ces patients, ils vont sur la table de coronarographie, et à mon avis, à tort. Merci, il y avait une autre question. J'ai une question. Merci, professeur Steg, pour votre présentation qui était extrêmement claire. Deux questions. Est-ce que dans ischémia, il y avait de la revascularisation chirurgicale? Et la deuxième question, c'est une question débat qu'on a tous les vendredis, nous, à notre staff médico-chirurgical, où nos chirurgiens disent que la revascularisation de la cardiopathie ischémique stable n'a pas été prouvée, il n'y a pas eu de bénéfice prouvé par l'angioplastie. Est-ce que vous avez des études récentes qui ont montré un bénéfice à la revascularisation chirurgicale? Ou est-ce que le chirurgien ne fait pas d'études dans ce domaine? Alors oui, il y avait de la chirurgie dans l'ischémia, puisque en fait, c'est une stratégie en amont de la coronarographie. Et donc, on ne sait pas sur quoi on va tomber. Il y a des patients qui sont accessibles à l'angioplastie, des patients qui sont accessibles à la revascularisation chirurgicale. Donc, il y avait de la revascularisation chirurgicale. Ce n'est pas de l'angioplastie pure, numéro 1. Numéro 2, il y a une difficulté quand on compare la médecine, la revascularisation interventionnelle et la revascularisation chirurgicale, c'est que dans le contexte de l'angor stable, les études chirurgicales ont précédé les études d'interventionnelles de 20 ans. Et donc, quand on a eu des comparaisons pontage versus traitement médical, notamment pour le tronc commun de la coronaire gauche, c'était à l'époque où le traitement médical se résumait au bêta-bloquant. Et encore. Et donc, il n'y avait pas vraiment de traitement médical. C'est largement avant l'ère des statines, des IEC, des antiplaquettaires, etc. Donc, la chirurgie a montré un bénéfice par rapport à ça, c'est-à-dire par rapport à pas grand-chose, alors que quand l'angioplastie a été testée, elle a été testée sur un fond de traitement à la fois anti-ischémique et de prévention secondaire extrêmement efficace, comprenant et jusque-y compris les inhibiteurs de PCSK9, ce qui est un des éléments qui fait que ça devient plus difficile de montrer une amélioration du pronostic.
Est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion que la chirurgie est supérieure à l'angioplastie pour la revascularisation des coronariens? Je pense que ça, c'est vraiment un sophisme. Je pense qu'il y a des patients pour lesquels la chirurgie est supérieure, et puis il y a des patients pour lesquels ça n'a pas une grande importance. Le problème de ces études qui comparent le pronostic à long terme, notamment avec la chirurgie, c'est qu'il faudrait avoir beaucoup de recul, et on n'a généralement pas l'horizon de recul suffisant. Vous voyez que même l'ischémia est allé jusqu'à 5,7 ans, ce qui est somme toute assez court, si on veut comparer angioplastie coronaire et chirurgie. Et je pense que plus on se met dans une perspective de long terme, plus la chirurgie est probablement un traitement qui sera un peu vainqueur au long cours, parce que quand on fait des greffons artériels, je parle bien d'une chirurgie avec des greffons artériels, ils ont effectivement tendance à être beaucoup plus durables que le résultat d'une angioplastie coronaire. Si par contre c'est une chirurgie avec des greffons saphènes, ben rendez-vous dans 5 ans quand les greffons saphènes se seront bouchés. Votre arbre décisionnel respecte du coup les leçons apprises par ces études, mais disons avant d'en arriver là en pratique, il va falloir que si le coroscanner nous dit alors il n'y a pas de lésion du tronc commun, par contre il y a une lésion critique IVA1, CD1 et CX proximal, et du coup il va falloir que tous on ait le courage de s'arrêter là, et enfin pas s'arrêter là, de faire le traitement médical seul, quoi. Et il y a du chemin, non? Alors oui, il y a du chemin. J'aurais pu vous montrer des coronarographies issues de patients réels d'ischémia ou de courage avec des IVA proximales qui ont été tirées dans le bras médical, avec des lésions qui sont restées stables pendant plusieurs années, des patients qui n'avaient aucun événement. Et puis je pourrais peut-être vous montrer une diapo supplémentaire, parce que peut-être sans aller jusqu'à se réfréner d'aller revasculariser des IVA proximales critiques, on pourrait déjà éviter de proposer à des patients qui se plaignent de rien sur la foi d'un coroscanner de se retrouver sur la table de coronarographie. Parce que la séquence que je vous montre ici, par exemple, c'est une séquence que je vois assez couramment dans ma pratique clinique. Des patients que je vois en consultation, qui ont un check-up, alors qu'ils ne se plaignent absolument rien. On leur fait un score calcique qui est élevé. On leur dit, score calcique élevé, on va faire un coroscanner. Le coroscanner entraîne une coronarographie urgente, puisque le coroscanner est très anormal. Donc, coronarographie le lendemain matin d'un coroscanner chez un patient qui se plaint de rien, et dans la foulée de la coronarographie, angioplastie, le patient se règle de step. Et en plus, il va remercier le cardiologue en disant, vous m'avez sauvé la vie, j'avais aucun symptôme et je ne savais pas que j'étais coronarien grave. Voilà. Ça, je suis désolé, mais c'est absolument contraire aux données de la médecine par l'épreuve, qui nous montrent que aller revasculariser ce patient ne change rien à son pronostic. Déjà, si on pouvait s'abstenir de revasculariser les patients asymptomatiques qui ne demandent rien à personne, je pense qu'on épargnerait de l'argent à la sécurité sociale, du temps et de la sueur inutiles en salle de cathé, des rayonnements inutiles, et on ferait des économies. Oui, merci. Et une dernière question peut-être? Oui, alors moi j'ai un peu deux questions en une, mais finalement on voit que les patients qui ont un tronc commun ont été exclus de ces études. Les données qui montrent un bénéfice de la revascularisation sur le tronc commun sont, si je ne m'abuse, des études chirurgicales anciennes d'avant le traitement médical actuel. Est-ce qu'on a des données pour penser que les patients qui ont un tronc commun relèveraient aussi, enfin, tireraient aussi peu de bénéfices que les autres d'un traitement, enfin d'une revascularisation? Et deuxième question par rapport à ça, si on parle de patients qui ont un tronc commun, on parle de critères anatomiques. Et donc, on parle de coronarographie ou de coroscanner pour faire le diagnostic. Du coup, quelle est la place des tests d'ischémie myocardique qui ont une capacité de localisation des lésions assez limitée dans la stratégie diagnostique des patients qui ont un angor? Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le traitement médical permettrait d'éviter la chirurgie dans les troncs communs? On n'a absolument pas les données qui permettent de le conclure. Ces patients ont été exclus des études. Et donc, je pense qu'on ne peut pas se lancer là-dedans. Si quelqu'un veut le tester, il faut le tester. C'est la preuve. La charge de la preuve est à celui qui voudrait montrer que le traitement médical permet d'éviter la revascularisation dans les troncs communs jusqu'ici. Et en attendant cela, la bonne pratique médicale, c'est que les troncs communs de la coronne gauche doivent être revascularisés lorsqu'ils sont accessibles à une revascularisation et que leur état général le permet, ainsi que leur espérance de vie. Numéro 1. La deuxième question que vous posiez, j'ai déjà oublié. En fait, si on se dit que le critère de revascularisation chez les patients stables, c'est tronc commun versus tout le reste, on part sur des tests les tests qui sont plutôt coronarographie ou coroscanner, des tests anatomiques. Du coup, les tests d'ischémie, est-ce qu'ils ont encore un rôle finalement en 2023? Je pense que les tests d'ischémie ont un rôle d'évaluation lorsqu'il y a une lésion incertaine et qu'on se pose la question de l'opportunité de la vascularisation si une revascularisation est décidée par ailleurs.
Mais l'examen qui est central dans la stratégie, vous l'avez vu dans l'algorithme que je vous ai proposé, c'est le coroscanner. Je pense que c'est vraiment l'examen qui doit être l'examen numéro 1. Et vous savez que les études randomisées qui ont comparé une stratégie d'évaluation de recherche de l'ischémie versus une stratégie d'angiographie par coroscanner ont montré que le coroscanner sortait plutôt vainqueur. Et en fait, l'étendue et la sévérité des lésions artérielles est un meilleur facteur pronostic et une meilleure façon d'identifier les patients en risque que les tests du test d'ischémie. Merci beaucoup. J'ai une petite question pour le professeur Stagg. Une dernière question, Louis-Marie, s'il te plaît. Au vu de la conclusion de vos topos sur la revascularisation de la coronaropathie stable, comment vous voyez l'évolution de la démographie des cardiologues interventionnels coronarographistes et la répartition de salles de coro sur le nombre d'angioplasties à venir? Merci. Alors, moi, je reste optimiste sur l'avenir de la cardiologie interventionnelle, qui est une formidable technique, à la fois pour traiter la maladie coronaire instable, et je redis que je pense que autant dans la maladie coronaire stable, son rôle est assez limité somme toute, autant dans la maladie coronaire instable, c'est le point cardinal du traitement. Et deuxièmement, on a connu l'expansion d'un champ d'investigation et de traitement en cardiologie interventionnelle considérable avec la cardiologie structurelle, qui n'existait pas il y a 15 ans, et qui est en train d'exploser, qu'il s'agisse du TAVI, du MitraClip, demain du TriClip et autres stratégies interventionnelles de FOP, PFO, occlusion d'auricule gauche, etc. Et donc je pense que les cardiologues interventionnels ont intérêt à être pluripotents et à ne pas faire que de l'angioplastie coronaire, car l'avenir de leur discipline n'est probablement pas dans l'extension des indications à la revascularisation des coronariens stables, qui n'en ont pas besoin tout simplement, pour la grande majorité d'entre eux. Merci encore, professeur. Merci pour ce super topo.